Donc, comme l'a présenté Jean-François, en fait, Cosmic, alors c'est pas complètement un projet d'open radiation, c'est un projet qui est séparé, mais on utilise en fait tous les outils d'open radiation. On était un peu opportuniste sur ce projet. C'est un projet qui est initié à la base par un financement interne IRSN et on a réussi à intégrer des partenaires externes comme l'Observatoire de Paris-Meudon, le Muséum d'Histoire naturelle et l'association Planète Science. Alors, l'objet, c'est de faire des mesures à bord d'avion pour étudier le rayonnement cosmique et plus particulièrement les éruptions solaires. Ça vient en fait d'un questionnement scientifique qu'on a au laboratoire. Moi, je travaille sur l'exposition des personnels navigants au rayonnement cosmique. Alors, c'est quelque chose qui est sous contrôle depuis les années 2000. On est capable d'évaluer les doses reçues par les personnels navigants avec des outils de calcul pour la composante galactique. Ça marche très bien. Et là où on a en fait un problème d'évaluation, c'est pour des événements sporadiques type éruption solaire, qui sont très courts, peu fréquents. Et là, on a très très peu de données mesurées, et ce qui fait que les modèles ou les moyens de calcul qu'on a, en fait, on n'est pas capable de les vérifier, les valider, et ni de les améliorer. Donc, on a des très très grosses différences entre les modèles pour la composante éruption solaire, sachant qu'une éruption de l'une à l'autre, ça peut être très très différent en termes de spectre en énergie, durée, et ainsi de suite. Donc, l'idée de Cosmic, c'était de compléter le dispositif qu'on a de monitoring en vol avec Air France. Donc, on a 35 avions équipés de détecteurs, mais ça ne nous a pas suffisant. Et l'idée de la science citoyenne, c'était d'avoir un moyen plus simple à terme pour collecter de la donnée en vol, sachant que pour mesurer une éruption solaire qui arrive une fois tous les 4-5 ans et qui dure quelques heures, il faut avoir, et dont on ne peut pas prévoir non plus la survenue, il faut avoir des moyens qui volent en continu. Donc, les éruptions, ça peut augmenter les débits de dose. On a déjà des débits de dose avec la composante galactique qui sont 100 fois supérieurs en moyenne à ce qu'on peut avoir au sol. Donc, on peut avoir des débits de dose qui montent à une dizaine de microsieverts aux latitudes les plus élevées, aux altitudes les plus élevées de vol. Et ça peut être encore multiplié par 10, par 100 pendant une éruption solaire. Donc, ça, c'est le contexte scientifique. Donc là, vous avez un exemple, là, vous voyez, sur un vol qui a pu être mesuré, donc une des rares musées qu'on a. Donc en bleu, c'est la composante galactique, on a à peu près 80 microsieverts sur l'ensemble du vol. Et puis, il y a une éruption entre deux qui a rajouté en fait une dose qui est quasiment équivalente à la dose sur l'intégralité du vol. Donc, alors, les enjeux, c'est qu'il y a déjà quand même beaucoup de gens qui font des mesures en vol. Donc, notamment avec le système 7 cases dont parlait Jean-François aussi avant, il y a déjà des milliers de vols qui ont été enregistrés par des citoyens. Donc, l'idée, c'est d'essayer de récupérer, d'analyser, de consolider toutes ces données, sachant qu'il y a des gens qui s'amusent aussi à faire des mesures avec des petits détecteurs, mais les données, elles sont perdues parce qu'elles ne sont pas enregistrées, pas transmises, ainsi de suite. Donc, l'idée de Cosmic, c'était de faire une espèce de déversoir commun de toutes ces données dans une base de données en accès libre pour la communauté scientifique, de stimuler la prise de mesure, c'est-à-dire d'essayer d'en avoir un peu plus, d'avoir plus d'utilisateurs, avec des outils qui sont aussi plus adaptés et correctement étalonnés, et également de consolider, d'analyser les données collectées. Parce qu'on a un gros problème, c'est la géolocalisation. C'est vrai que là, on passe par un smartphone pour la géolocalisation, et en avion, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a toute cette problématique aussi qui devait être prise en compte. Donc, l'idée, l'accroche pour le projet Cosmic, c'était chasser les éruptions solaires. Donc, ça reste le projet principal, sachant que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a mesuré, c'est la composante galactique. Il y a aussi d'autres phénomènes dont parlera Philippe Torrent après, c'est les flashs gamma, par exemple, ce qui se passe dans les orages, les phénomènes électriques qui émettent des rayons X. Et c'est aussi des phénomènes qu'on pourrait peut-être étudier. Il y a sûrement encore d'autres phénomènes à découvrir, parce que les flashs gamma, la découverte, c'est 94. Donc, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et puis, c'est une vocation pédagogique aussi. Je ne sais pas si vous aviez en tête les niveaux d'exposition liés au rayonnement cosmique quand on prenait l'avion, mais vous êtes grosso modo comme dans une zone contrôlée sur un site nucléaire. Donc, cette vocation pédagogique, elle est aussi importante aussi pour savoir ce que c'est une dose, une exposition, ainsi de suite. Donc, on utilise, comme le disait Jean-François, la plateforme Open Radiation, qui est en open source, open data, open hardware, avec des capteurs. Donc, on utilise les mêmes capteurs qu'Open Radiation. Ce qui va changer, en fait, c'est l'étalonnage. Donc là, il y a une API, une base de données. Avec le budget qu'on a eu dans Cosmic, en fait, on a modifié les outils d'Open Radiation. Donc, on a fait une modification de l'application pour avoir un mode spécifique de mesure en avion, donc avec un coefficient d'étalonnage différent, et puis une fonctionnalité qui permet aussi de visualiser en temps réel en fait les cycles de mesure. Et là, ce que vous voyez sur le panneau du milieu, c'est le débit de dose mesuré sur des pas
de quelques minutes et pouvez voir l'évolution en fonction de l'altitude, par exemple. Ça rend un petit peu plus ludique la mesure en vol. Ça permet de voir des effets, et ainsi de suite. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est au niveau des métadonnées, ce qui est très important pour nous, c'est le numéro de vol. Une fois qu'on a le numéro de vol, on peut récupérer la trajectoire sur des sites comme Flightradar ou 24 ou FlightAware. Et puis, on demande un petit peu aussi d'avoir des informations. Si vous avez traversé un orage, ça peut être intéressant par rapport à ce que je disais sur les flashs gamma. Donc ça, c'est une première modification. Et la deuxième modification, c'était le site web. Donc, on a fait un gros travail sur l'étalonnage parce qu'on a des capteurs qui sont spécialisés pour la mesure du rayonnement cosmique, qui coûtent très cher. Donc, vous voyez sur la photo du milieu. Et les petits capteurs, en fait, c'est des Geiger-Müller, des diodes silicium qui ne mesurent pas toute la composante du rayonnement cosmique, qui sont vraiment pas adaptés. Donc, on a fait un travail de mesure. Les étalonnages, on les a fait en vol, en fait, réalisés in situ en comparant les données des capteurs. Donc là, vous pouvez voir sur la graphique de gauche, en fait, la comparaison entre le capteur de référence et un capteur étalonné. Donc on a plutôt un bon accord et on arrive quand même à rendre des choses quand même qui sont plutôt fiabilisées. On a implémenté aussi des techniques de méthode de machine learning par rapport à cet étalonnage. L'idée, c'était de repérer un peu les paramètres qui étaient vraiment importants à prendre en compte dans l'étalonnage. Est-ce qu'on devait faire une fonction qui dépendait de l'altitude, de la latitude, ce genre de choses. Sachant qu'en fait, une fois qu'on a récupéré les coordonnées GPS, on peut recalculer en fait les doses qu'aurait dû prendre le détecteur. Donc là, on a une grosse base de données, de mesures, avec des doses recalculées, ce qui nous permet de jouer avec et de repérer les paramètres qui sont importants pour l'étalonnage et du coup de faire des fonctions qui sont peut-être un petit peu plus compliquées que celles qu'on a actuellement, avec l'idée derrière de fiabiliser au maximum les données qu'on peut recueillir. Donc là, c'est un exemple. Alors là, c'est le site qui a été modifié. Donc maintenant, dans le site Open Radiation, on a une page qui est dédiée à la mesure en vol. Avant, toutes les mesures étaient mélangées. Ce qui était un petit peu troublant, on pouvait avoir des points rouges avec des débits de doses élevés au milieu de Paris, alors qu'en fait, c'était quelqu'un qui était passé en avion à 10 000 mètres au-dessus. Maintenant, on a deux cartes séparées. Et la philosophie initiale d'Open Radiation, c'était de ne rien toucher aux données. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne touche pas la donnée mesurée, c'est juste la géolocalisation qu'on va retravailler. On perd la géolocalisation avec le téléphone. Du coup, on récupère les données sur des sites comme Flightradar et qu'on réinjecte ensuite, ce qui nous permet de recalculer les trajectoires et ensuite de faire des graphiques, des billes en fonction de la latitude ou d'autres choses, et là, ou en fonction du temps, par exemple. Donc, d'avoir des données qui sont utilisables après par la communauté scientifique ou les citoyens. Donc, j'en viens à la dernière diapo. Donc, on a créé aussi une page web dédiée au site qui renvoie sur Open Radiation, qui donne aussi des informations supplémentaires, comment participer, qu'est-ce que c'est un rayonnement cosmique, ainsi de suite. Donc, il y a une petite vidéo dessus. On essaie de développer la communauté de mesureurs. C'est vrai que c'est un projet de science citoyenne qui ne s'adresse pas non plus forcément à tout le monde, parce que c'est vrai que la cible, c'est plutôt les voyages fréquents, les personnels navigants. L'un des freins, c'est le coût du capteur. Alors, c'est effectivement entre 70 et 200 euros. C'est quand même un investissement. Donc, c'est pour ça qu'on envisage aussi le développement d'une fonctionnalité de l'application. On utilise la caméra du téléphone, parce que la caméra, c'est un capteur CMOS et c'est aussi un capteur de radiation. C'est un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, ça, il faudra un peu de financement pour le faire. Et pour pallier au problème du coût des capteurs, on est aussi sur une approche de prêt en fait, de capteurs. Donc, ce que fait l'Observatoire de Paris, l'IRSN, on prête à des gens qu'on connaît, des collaborateurs qui se déplacent, des détecteurs avec un téléphone, le temps de leur déplacement pour collecter de la donnée. Mais ça, c'est une logistique qui est assez importante, donc il faut aussi qu'on travaille dessus. Donc, l'autre problématique, c'est qu'on a des éruptions solaires, on en a eu 4 significatives depuis 2000. Donc, comment garder la motivation? Donc, c'est vrai que là, le rayonnement cosmique galactique, bon, intéressant de le mesurer. Il y a d'autres événements donc, possibles, comme les flashs gamma, qui pourraient être mesurés éventuellement, sachant que les avions évitent plutôt les orages. Donc, voilà. Mais ça, c'est une vraie question, en fait, que ce soit pour Open Radiation ou pour nous. Comment garder la motivation des gens qui s'intéressent à ce projet? Les gens achètent un capteur, ils font des mesures pendant quelques mois, et puis après, le capteur dort. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, il faut qu'on arrive à avancer dessus. C'est vrai que du coup, l'aspect balise dont parlait Jean-François, ça peut être intéressant. Et puis nous, en fait, le gros du travail qu'on fait aussi cette dernière année, c'était aussi de développer le projet au niveau international pour avoir des mesures un peu dans le monde entier. Donc, on a quelques partenaires, quelques relais locaux, ce qu'on cherche à développer. Et puis, savoir comment intégrer de nouveaux partenaires, ça, c'est une vraie question, ça prend beaucoup de temps.
Là, typiquement, récemment, on a un collègue sud-africain qui travaille sur les capteurs neutrons et qui a souhaité, enfin, qui développe un capteur qui est plus adapté au rayonnement cosmique avec des étudiants de son université. Donc là, on arrive à agréger en fait des gens qui s'intéressent au projet, qui ont des compétences. L'idée, au final, ce serait aussi d'agréger un peu plus des gens du public qui ont envie de participer. On pourrait envisager aussi d'organiser des actions avec des vols ballons, des choses comme ça aussi. Ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est des choses qui se fait déjà à Planète Science. Donc enfin, on arrive un petit peu à travailler là-dessus. Donc, et juste pour finir sur les données, parce que c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vols mesurés. C'est vrai que le Covid nous a fait beaucoup de mal de ce côté-là. Donc c'est mieux pour la planète, pour les émissions de CO2. Pour nous, c'est un petit peu moins bien. Donc là, on a 80 vols vraiment mesurés avec l'application Point de radiation, sachant qu'on a toute les bases de données qu'on a pu récupérer de droite et de gauche, notamment Safecast, qui peut être également utilisé. Mais l'idée, c'est d'avoir le maximum de mesures le jour où il y aura un événement. Donc, d'où l'importance de développer en fait la communauté de mesures. Voilà.